S'il ne fallait retenir qu'un vers de l'œuvre de Paul Éluard, je choisirais probablement le plus célèbre. La terre est bleue comme une orange, car il nous révèle combien l'image poétique peut faire jaillir la lumière du paradoxe. Et c'est peut-être pour cela que Paul Éluard est, avec Jacques Prévert, le poète français qui a connu le plus de popularité dans ce siècle. Probablement aussi parce qu'on lui doit quelques-uns des plus beaux poèmes d'amour qui soient, à lui qui aima tant les femmes. C'est le portrait de ce poète, de ce surréaliste, ami de Breton, de Magritte, de Man Ray et de tous les autres, ce créateur d'images, et qui resta pourtant aveugle face aux horreurs du stalinisme. Le portrait de cet homme partagé que nous brossent maintenant Daniel Costel et Isabelle Clark, et c'est aussi le 50e numéro de cette collection. Un collège, quelque part en France, de nos jours. Laurence, 23 ans, professeur de français, ouvre ses élèves de seconde à la poésie. L'amoureuse. Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains et la couleur de mes yeux. Elle s'engloutit dans mon ombre comme une pierre sur le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine lumière font s'évaporer les soleils, me font rire, pleurer et rire. Parler sans avoir rien à dire. Qu'est-ce que ça te suggère? La nouveauté et tout ce qui vient directement de l'imagination. Oui, c'est ça. Est-ce que vous, ça vous évoque, ça pourrait vous évoquer une femme, une main ouverte ou fermée? On peut représenter la main comme... là, c'est le niveau des hanches de la femme. Oui. Ses mains suivent les courbes de son corps et adoptent ses formes. Amaury, qu'est-ce que tu proposes? Je pense qu'il ne peut pas la voir sans se voir avec lui. Il ne peut pas la voir autrement qu'avec lui. On a l'impression qu'il a changé de couleur d'yeux à cause d'elle. C'est une fusion et ils ne forment plus qu'un. Oui, c'est bien, c'est ça. C'est ça. Il y a toujours ce côté de fusion entre l'extérieur et l'intime du poète. Au bureau même d'Éluard, Christophe Malavoie. C'est ma mère, monsieur, avec ma fiancée. Elle passe là-bas, l'une à l'autre, pressée. La jeune m'a giflé. La vieille m'a fessé. Je vous jure pourtant que je les aimais bien. Mais constamment, j'avais le besoin bénin d'exiger trop d'amour. Ses larmes et son sein. Je vous jure, monsieur, qu'elles m'ont bien aimé. Ce n'est certes pas leur faute à toutes deux si sans cesse je voulais être plus heureux. C'est ma mère, monsieur, avec ma fiancée. Pour moi, elles ne sont qu'un même être, et leurs charmes sont égaux, ayant fait verser les mêmes larmes. Ma mère a pleuré sur moi, qui sanglotait pour l'autre, refusant d'être à moi tout à fait. Je ne sais pas lequel de nous trois fut blessé. C'est ma mère, monsieur, avec ma fiancée. Le vrai nom de Paul Éluard, c'était Eugène Paul Grindel. Sa famille était venue du Nord, à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, où il était né, le 14 décembre 1895. C'étaient des gens très modestes. Mais son père, Clément Grindel, avait réussi à faire prospérer une petite entreprise de construction sans jamais oublier ses origines. Ainsi, le petit Eugène écrit son premier texte en 1908 à 12 ans, à la mode d'Hector Malot et de Sans famille. Il ne savait pas le nom qu'il portait. Maltraité, nourri à peine, vivant comme un enfant sauvage, il souffrait. Voler est un texte qui révèle de troublants arrière-plans.
Ils ont été analysés depuis comme le refus profond du père par ce fils unique. Trop choyé, il aura droit à la meilleure école, le collège privé Colbert, où fin 1911 il passe le brevet pour s'arrêter aussitôt. L'élève brillant est frappé par la tuberculose. Tout se passa en un moment pendant des vacances en Suisse, en juillet 1912, ainsi que l'a raconté sa mère, à Valentine Hugo. Un jour, il était très en retard pour le dîner. Il avait couru, il était en nage. Il a dû prendre froid. Le surlendemain, il était si joyeux. Il dansait en faisant sa toilette. Il se brossait les dents, du sang parut. « Il faut que je soigne mes dents », me dit-il. Je lui répondis que ça n'était rien. C'est alors que du sang jaillit à flot de sa bouche. Affolés, les Grindel amènent leur fils au sanatorium de Clavadel, le meilleur et le plus cher des Alpes suisses. Il y restera 3 ans jusqu'en 1915. Il ne sera jamais vraiment guéri. Mais c'est là, dans la fièvre, la pureté absolue, la chaleur, qu'il fait la rencontre de toute sa vie, la rencontre du corps de la femme et de la fantaisie miraculeuse de cette petite Russe de 19 ans qui veut qu'on l'appelle Gala. Gala, c'est aussi la culture la plus raffinée, comme c'était souvent le cas chez les Russes d'avant la Révolution. Elle est l'intelligence. Elle a lu avec passion Dostoïevski et Tolstoï. Elle a appris le français pour faire découvrir Ronsard et Du Bellay aux jeunes Grindel subjugués. Elle est d'abord et avant tout l'initiatrice. Alors il lui écrit des poèmes et elle lui dit la première « Vous serez un grand poète ». Je vous jure, monsieur, qu'elles m'ont bien aimé. Ce n'est certes pas leur faute à toutes deux si sans cesse je voulais être plus heureux. C'est ma mère, monsieur, avec ma fiancée. Pour moi, elles ne sont qu'un même être, et leurs charmes sont égaux, ayant fait verser les mêmes larmes. Ma mère a pleuré sur moi, qui sanglotait pour l'autre, refusant d'être à moi tout à fait. Je ne sais pas lequel de nous trois fut blessé. C'est ma mère, monsieur, avec ma fiancée. Ce poème douloureux tente la fusion interdite entre l'amour et la mère. Car Madame Grindel, au sanatorium, surveille son fils et n'apprécie pas Gala, qu'elle a surnommée la petite Russe. Elle est soulagée de la voir repartir dans son pays à la déclaration de la guerre. Malgré sa santé fragile, Eugène Grindel, lui, est mobilisé en même temps que son père, en décembre 14, à la 22e section d'infirmiers militaires. Mais Gala va revenir en juillet 17. Elle va réussir à retraverser une Europe devenue folle et meurtrière jusqu'à Paris. Il avait rêvé ce retour, il l'avait écrit 2 ans plus tôt. La petite chérie arrive à Paris. Paris fait du bruit, Paris fait du bruit. La petite chérie traverse la rue. Le bruit tombe en pluie, le bruit tombe en pluie. La petite chérie est sur le trottoir où de gros messieurs cossus et tout noirs empêchent son cœur de faire trop de bruit. Gala écrit désormais à son fiancé. Ne pense pas que tu seras laid avec tes cheveux rasés. Tu es beau, mon Dorogoy Marie. Fais ce que tu me promis. Renseigne-toi bien si on donne la permission spéciale pour le mariage. Et si c'est seulement 4 jours, pas plus. C'est triste car il faut au moins 2 jours pour les formalités et pour nous, alors 48 heures, comme c'est peu. Garde notre amour, sauve notre vie. Vraiment la vie sera magnifique et douce et forte. Je te le promets. Je te baise, je baise tes mains. Ta femme pour toujours, Gala. Le 21 février 1917, Elena Diakonova et Eugène Grindel se marient à Paris, à la mairie du 18e arrondissement. Et Eugène écrit à sa mère « Le principal sera aussi de nous chercher une chambre calme, avec un excellent lit. Je voudrais un vaste et haut moelleux lit de campagne, massif, solide et doux, où nous vivrons et où nous mourrons. » Témoin à ce mariage, un artisan qui le fascine, l'imprimeur bohème de Montmartre, Jules Gonon, qui lui éditera son premier recueil, Le devoir et l'inquiétude. Gonon, c'est le père qu'il aurait voulu, qui lui permettra d'accomplir le meurtre symbolique de son vrai père.
poète contre la normalité matérialiste de sa famille, il parachève cette différence en changeant de nom. Il le prend dans la lignée maternelle, bien sûr, mais aussi parce qu'il est beau, comme le confirmera un autre grand poète, Valéry, qui lui écrit « Vous êtes Paul Éluard, Paul élu, élu de l'art. » Il publie sous ce nom pour la première fois Poème pour la paix, au moment même où naît sa fille Cécile, le 11 mai 1918. Ces poèmes, il les a écrits au chevet de ses camarades et surtout des gueules cassées de la guerre de 14. Il dit dans une lettre « Depuis 2 jours, nous avons reçu et évacué plus de 3000 blessés. Tous ces pauvres hommes, ces troupeaux de blessés, sont couverts d'une carapace de boue et de sang. » Toutes les femmes heureuses ont retrouvé leur mari. Il revient du soleil dont il apporte chaleur. Il rit et dit bonjour tout doucement avant d'embrasser sa merveille. J'ai eu longtemps un visage inutile, mais maintenant j'ai un visage pour être aimé. J'ai un visage pour être heureux. Et il me faut une amoureuse, une vierge amoureuse, une vierge à la robe légère. Je rêve de toutes les belles qui se promènent dans la nuit très calme, avec la lune qui voyage. Toute la fleur des fruits éclaire mon jardin. Les arbres de beauté et les arbres fruitiers. Et je travaille et je suis seul en mon jardin. Mais le soleil brûle en feu sombre sur mes mains. Ces poèmes sont remarqués par Jean Paulhan, qui est déjà l'un des personnages clés de nos lettres. Il recommande Éluard à un autre jeune écrivain fraîchement démobilisé, André Breton, qui vient de fonder une nouvelle revue, Littérature. C'est là que commence l'aventure, quand Éluard se rend à ce premier rendez-vous avec Breton, ici, à l'Hôtel des Grands Hommes, place du Panthéon, chambre 51. C'est à partir de cette chambre que Breton a organisé son entreprise, si je puis dire, d'invasion de la littérature ou de destruction de la littérature. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la destruction de la littérature? Est-ce qu'il est possible de détruire la littérature? C'est la destruction d'un monde, celui du 19e siècle, sous les obus de Verdun. La même année que Verdun, 1916, Tristan Tzara fonde à Zurich le mouvement Dada, à Zurich, où Lénine prépare la révolution, comme Freud à Vienne, qui ouvre l'inconscient. Dada, c'est la suite des grands déconstructeurs du 19e siècle, comme Alfred Jarry ou Lautréamont, qui avait écrit dans Les Chants de Maldoror, beau comme la rencontre d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection. Formule qui va devenir le dogme fondateur des surréalistes, comme ici Masquet, Breton, Ilsoum, Aragon, Éluard. De Dada au surréalisme, détruire, c'est d'abord provoquer. Avec par exemple ces papillons qu'Éluard écrit, fait imprimer et va coller dans les pissotières. Joie énorme comme les couilles d'Hercule. Gestes et poèmes de dérision, comme cette ode à un animal, jusqu'ici négligé par les poètes, avec des dessins oniriques de Valentine Hugo. Dans la même veine, Poisson, 1920. Les poissons, les nageurs, les bateaux transforment l'eau. L'eau est douce et ne bouge que pour ceux qui la touchent. Le poisson avance comme un doigt dans un gant. Le nageur danse lentement et la voile respire. Début 1922, vacances au Tyrol. Éluard se lie d'une amitié profonde avec le grand peintre dadaïste Max Ernst, qui 5 ans plus tôt, soldat allemand, avait dû tirer sur sa tranchée. C'est un coup de foudre à 3. Gala succombe au charme de ce playboy magnifiquement intelligent et doué.
de rares photos nous permettent d'illustrer une situation qui voulait choquer le bourgeois. Dans l'atelier de Max Ernst, au cours d'une célébration de ce qu'on appelait ingénument à l'époque l'art nègre, et qu'appréciaient beaucoup les surréalistes, voici Gala et Max, Éluard est le fils de Max, mais surtout la femme de Max, qui n'appréciait pas du tout. Elle écrit « Cette femelle russe, cette créature glissante, aux yeux noirs vaguement orientaux. » Au début, le sentiment de réaliser ensemble une œuvre paraît justifier tout. Éluard publie en 1922 au Sans Pareil Répétition, avec des collages de Max Ernst. Max Ernst, qui, 40 ans plus tard, évoquait ce moment de travail collectif où ils étaient comme des frères siamois. Nous faisions des critiques assez sévères des fois, très dures même des fois, et sans se gêner et sans qu'on demande du monde que ça entame les sentiments amicaux que nous avons ensemble. Au contraire, ça l'a confirmé. Ça, c'est Paul Éluard. Il était très beau, grand, il avait beaucoup de soucis de son élégance. En fait, c'est une impasse. À la fois sur le plan créatif avec le dadaïsme qui se révèle trop destructeur, et sur le plan affectif, car Éluard sent qu'il va perdre son amour. Il écrit « Mourir de ne pas mourir », d'après une phrase de Sainte Thérèse d'Avila qui résume sa souffrance. Elle est debout sur mes paupières, et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains, elle a la couleur de mes yeux. Elle s'engloutit dans mon ombre comme une pierre sur le ciel. Elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine lumière font s'évaporer les soleils, me font rire, pleurer et rire, parler sans avoir rien à dire. Mars 1924. Éluard s'en va, parce que tout est vraiment impasse. Aux difficultés d'être et de créer s'ajoute le conflit avec son père. Il lui a pris de l'argent et il lui écrit, pathétique, « Ne lance pas la police à mes trousses. » Il va très loin, à Tahiti, comme Gauguin. Jour de lenteur, jour de pluie, jour de miroirs brisés et d'aiguilles perdues, jour de paupières closes à l'horizon des mers, d'heures toutes semblables, jour de captivité. Mon esprit qui brillait encore sur les feuilles et les fleurs, mon esprit est nu comme l'amour. L'aurore qui l'oublie lui fait baisser la tête et contempler son corps, obéissant et vain. Pourtant, j'ai vu les plus beaux yeux du monde, dieux d'argent qui tenaient des saphirs dans leurs mains. De véritables dieux, des oiseaux dans la terre et dans l'eau, je les ai vus. Leurs ailes sont les miennes. Rien n'existe que leur vol qui secoue ma misère. Leur vol d'étoiles et de lumière, leur vol de terre, leur vol de pierre, sur les flots de leurs ailes. Ma pensée, soutenue par la vie et la mort. Un voyage inutile, un voyage idiot, dira Éluard. Il revient pour retrouver Gala, débarrassé de Max Ernst et fidèle, mais pour combien de temps? Il retrouve surtout ses amis, qui se réunissent maintenant régulièrement au Cyrano, un café de Pigalle proche du domicile d'André Breton. C'est désormais le groupe surréaliste, peint ici par Max Ernst à la manière mais décalée des salons littéraires du XIXe siècle. Sont-ils tous là? Poètes comme Aragon, Desnos, Perret,
Vitrac, Soupeau, peintres comme Dali, Tanguy, Chirico, Magritte, metteurs en scène comme Buñuel, photographes comme Man Ray. Tous autour d'André Breton, archange de la Révolution. Ils sont, comme le dira un jour Jean Cocteau, des scaphandriers qui font des fouilles au fond d'eux-mêmes. Les premiers voyageurs au bout de leur nuit. Automatisme psychique pur, dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Le manifeste surréaliste, 1924, se prolonge et s'incarne dans ce poème emblématique d'Éluard. La terre est bleue comme une orange. Jamais une erreur. Les mots ne mentent pas. Ils ne vous donnent plus à chanter. Autour des baisers de s'entendre, les fous et les amours, elle, sa bouche d'alliance, tous les secrets, tous les sourires, et quel vêtement d'indulgence à la croire toute nue. Les guêpes fleurissent, vert. L'aube se passe autour du cou, un collier de fenêtres. Des ailes couvrent les feuilles. Tu as toutes les joies solaires, tout le soleil sur la terre, sur les chemins de ta beauté. Les surréalistes rêvent de la femme. C'est le premier mouvement littéraire de l'histoire qui prône l'amour fou. C'est le titre du livre de Breton. De Ronsard à Baudelaire, nombreux ont été les poètes amoureux. Mais les surréalistes entrent dans un délire érotique, avec l'enquête sur l'amour ou l'Immaculée Conception, pure provocation. Lorsque la femme est sur le dos et que l'homme est couché sur elle, c'est la sédille. Lorsque l'homme est sur le dos et que sa maîtresse est couchée sur lui, c'est le C. Lorsque l'homme et sa maîtresse sont couchés sur le flanc et s'observent, c'est le pare-brise. Lorsque l'homme et sa maîtresse sont couchés sur le flanc, s'observant, et qu'elle enlace de ses jambes les jambes de l'homme, la fenêtre grande ouverte, c'est l'oasis. Cette fascination, c'est aussi celle du cinéma, qu'ils vont adorer et pratiquer. Avec un désir inépuisable, Éluard regarde par la serrure de la poésie. Il écrit à Gala : « Mon cher amour, mon doux amour, je suis encore couché aujourd'hui. Je viens de faire un rêve merveilleux. Un de ces rêves de jour où les émotions physiques vous laissent au réveil toute la part du désir. Et le désir qu'on traîne ensuite, éveillé, ressemble tellement au plaisir du rêve. J'étais étendue sur un lit, à côté d'un homme que je ne suis pas sûre d'identifier. Mais un homme soumis, rêveur depuis toujours et pour toujours, et silencieux. Je lui tourne le dos. Et tu viens t'allonger contre moi, énamouré, et tu me baises les lèvres doucement, très doucement, et je caresse sous ta robe tes seins fluides et si vivants. Et tout doucement, ta main par-dessus moi va chercher l'autre personnage et s'impose à son sexe. Je vois cela dans tes yeux qui se troublent lentement, de plus en plus, et ton baiser devient plus chaud, plus humide, et tes yeux s'ouvrent de plus en plus. La vie de l'autre passe en toi, et bientôt, c'est comme si tu branlais un mort. Je m'éveille, grisé légèrement, incapable de renoncer à ce plaisir. Je t'adore. Paul. Éluard le voyeur, Éluard le voyant. L'homme, pour lui, n'a pas été fait par Dieu, mais par le hasard que jamais un coup de dé n'a pu abolir. Ce hasard, les surréalistes le reconstituent en laissant des fragments de tableaux, de dessins ou de photos s'assembler à leur guise. Les mots suivent.
Sur de petits papiers réunis par le même hasard, ils lisent un jour « Le cadavre exquis boira le vin nouveau ». Ce sera le nom d'un jeu beaucoup plus savant qu'il n'y paraît. Comme l'écriture automatique, poème à l'état pur. Le petit cirque des mots continue. En 1925, la Révolution surréaliste publie 152 proverbes composés avec Benjamin Péret. Un rêve sans étoile est un rêve oublié. De belles trouvailles, mais aussi des aphorismes parfois proches du coq à l'âne ou annonciateurs des poèmes de Prévert. Une maîtresse en mérite une autre. Les éléphants sont contagieux. Quand un œuf casse des œufs, c'est qu'il n'aime pas les omelettes. Les curés ont toujours peur. Coupez votre doigt selon la bague. Les homards qui chantent sont américains. Un albinos ne fait pas le beau temps. Rouge comme un pharmacien. Mais pour les surréalistes, il n'y a pas que le surréel. Il y a aussi le réel, c'est-à-dire la révolution. Les surréalistes ne peuvent laisser passer la mort de celui qui est considéré à l'époque comme le plus grand écrivain du siècle, Anatole France. Un cadavre, même pas exquis. Comment faire la révolution? À l'époque, en 1926, pas de question, en devenant communiste. Breton, Éluard, Aragon bien sûr, mais tout le groupe s'inscrit aussi, derrière eux, au parti. Éluard dira que c'est une famille qu'il a trouvée. Quant à sa vraie famille, en 1927, elle est marquée par la mort du père. Il venait d'avoir 57 ans. Clément Grindel, surnommé par sa famille Mont-Blanc, avait été dur à gravir, jour après jour. Et pourtant, il reste aujourd'hui un curieux témoignage de la complicité qui a pu exister entre cet homme et son fils. Le père promoteur avait construit des rues à Saint-Denis et Aubervilliers. Paul lui proposa de les baptiser de noms inconnus pour ce père inculte. Rue Jacques Vacher, un poète qui se suicida en 1919. Rue Lautréamont. Rue Alfred Jarry. 1929, Gala s'en va. Cette fois, c'est définitif. Et avec qui? Avec ce don Juan de Perrette aux fines moustaches à la Douglas Fairbanks. Mais qu'est-ce qu'il a pour lui? À part le génie. Il s'appelle Salvador Dali. Gala en est tombée éperdument amoureuse, au point d'abandonner sa fille. De 10 ans, l'aînée de Dali, elle va pouvoir recommencer une carrière d'initiatrice, rôle où elle excelle dans la libération des meilleurs fantasmes. Elle sera désormais Gala Dali, gardienne du trésor. Mais Éluard continuera jusqu'à sa mort à lui écrire les fameuses lettres à Gala. Je te vois partout, en tout, surtout. Je t'aime à en mourir. Ton sexe couvre mon visage. Il mange le mien. Il me couvre de ta beauté. Il couvre tout de ta beauté, de ton génie. Tout est beau en toi. Je t'adore. Amitié à Dali. Paul. Éluard était un être extrêmement compliqué. On parle même à son propos d'un complexe de Midas ou d'un complexe d'Ilin, c'est-à-dire des rapports faits avec ses femmes, avec les femmes aimées, où il aimait que la femme qu'il aimait fût admirée par d'autres. Ce qui pourrait un peu choquer je dirais une conception bourgeoise du couple, mais qui est dans les données, encore une fois, morales du surréalisme, où il a su placer cela dans la perspective aussi des grands ancêtres, des grands précurseurs du surréalisme, comme Sade, car Éluard était un admirateur de Sade, comme il a été
un admirateur de Lautréamont. À peine quelques mois se sont passés depuis le départ de Gala, qu'Éluard, en compagnie de son jeune ami René Char, alors âgé de 23 ans, drague à la sortie des grands magasins. Aborder des femmes dans la rue est, dit-il, un acte surréaliste proche de la roulette russe. Le hasard, comme toujours, décide. Ce jour-là, le hasard est bon et même tout à fait excellent. Il met sur sa route la merveilleuse Maria Benz, 23 ans. Elle avait grandi dans le monde du cirque. Elle voulait devenir actrice, mais avait choisi l'avant-garde et vivait mal de spectacles misérables. Une héroïne de mélo populaire, ce qui émeut Éluard. Il la découvre. Signalement. Taille 1,69 m. Cheveux châtain foncé, sourcils châtains, front moyen, les yeux gris-bleu, le nez droit, la bouche moyenne, le menton rond, le visage ovale et le teint frais. Dans sa biographie d'Éluard, Jean-Charles Gâteau écrit « Éluard essuya les larmes de Maria Benz et l'emmena coucher au chaud, rue Becquerel. » Ce bel appartement du 18e arrondissement, Éluard l'avait décoré pour une autre. Même dans l'éclat de sa nouvelle passion, il ne peut s'empêcher d'écrire à Gala 21 octobre 1930, mardi matin. Gala, cette nuit, jusqu'à 3 heures du matin, j'ai pensé à toi. Puis je me suis endormie pour rêver de toi. Je me sens très seule, et pourtant je me cherche des raisons d'espérer sans cesse. La présence de Nuche à côté de moi au moment où nous avons décidé de divorcer m'a empêché de me rendre compte de l'isolement dans lequel j'allais me trouver. Maria Benz se glisse dans le monde d'Éluard, qui est aussi celui de Carnet et Prévert. Maria et Paul, Arletty et Gabin. Mais elle se glisse aussi dans la peau de son personnage, fait d'élégance, de générosité et de fantaisie. Elle devient Nuche, l'égérie, la mascotte, la femme des surréalistes. Tu te lèves, l'eau se déplie. Tu te couches, l'eau s'épanouit. Tu es l'eau détournée de ses abîmes. Tu es la terre qui prend racine et sur laquelle tout s'établit. Tu fais des bulles de silence dans le désert des bruits. Tu chantes des hymnes nocturnes sur les cordes de l'arc-en-ciel. C'est un mot d'Éluard. Éluard, de temps en temps, emploie le mot facile pour dire la poésie, c'est facile. Il faut que ça soit facile. Éluard souhaite toujours que la vie soit facile. Et il dira un jour, à propos de Neusch, et ce qui est facile, c'est la fidélité. Facile, ça va être fait d'ailleurs avec des images de Man Ray. Il m'a demandé d'illustrer. J'ai proposé quelque chose assez outré. J'ai dit, eh bien, on va faire des nudes de Nuche. Puisque son nom commence avec le mot nu, n'est-ce pas? On va faire des nuches. On a fait une série de nuches, c'était reproduit dans le livre à côté des poèmes. Cette petite brochure qui s'appelle Facile. Ça fait un peu de scandale, évidemment, à cette époque, n'est-ce pas? Mais c'était un peu voulu aussi de la part de Paul, pour montrer sa liberté, sa façon qu'on pensait, nous pensons tous, n'est-ce pas? Avec qui est-ce que ce serait mieux de faire ça qu'avec sa propre femme? Tu es partout. Tu abolis toutes les routes. Tu sacrifies le temps à l'éternelle jeunesse de la flamme exacte qui voile la nature en la reproduisant. Femme, tu mets au monde un corps toujours pareil, le tien. Tu es la ressemblance. Tu es la ressemblance. C'est vertigineux, parce que la ressemblance, c'est un des thèmes les plus extraordinaires que
les arts et même la pensée philosophique est à s'affronter. Qu'est-ce qui est ressemblant? C'est le vieux débat autour de Picasso. Nuche devient l'un de ses modèles et Picasso, le frère choisi d'Éluard. Ce sont aussi les plus belles années. Celle de Dora Maar, la compagne de Picasso de l'époque. Celle de Nuche, de Pablo, de Paul et des autres. Mougin sous le Front populaire. De gauche à droite, Cécile, la fille d'Éluard, Éluard, le peintre anglais Roland Penrose, Man Ray, Nuche, Dora Maar et Picasso. La guerre d'Espagne. Le 26 avril 1937, les bombardiers allemands assassinent Guernica. Les femmes, les enfants ont le même trésor de feuilles vertes de printemps et de lait pur et de durée dans leurs yeux purs. Les femmes, les enfants ont le même trésor dans les yeux. Les hommes le défendent comme ils peuvent. Les femmes, les enfants ont les mêmes roses rouges dans les yeux. Chacun montre son sang. La peur et le courage de vivre et de mourir. La mort si difficile et si facile. Le poème d'Éluard et le tableau de Picasso sont indissolublement liés à l'engagement de plus en plus profond avec les communistes, ceux de Staline. Pour Éluard, le petit père des peuples remplace sans doute le vrai père. Pourtant, dès cette époque, nombreux sont les esprits déjà horrifiés par la réalité du stalinisme. De Boris Souvarine à André Gide, ils écrivent, ils crient, Éluard ne peut pas ne pas les entendre. André Breton est proche de Trotsky, l'opposant de Staline. Éluard rompt avec Breton, mais il est obligé de masquer ce déchirement sous de mauvaises raisons, comme le prouve cette lettre à Gala, qui marque l'entrée dans la zone d'ombre. J'ai rompu définitivement avec Breton, à la suite d'une discussion relativement calme au café. Ma décision a été entraînée par son affreuse manière de discuter quand il est devant des gens. C'est fini. Je ne participerai plus à aucune activité avec lui. J'en ai assez. Tout cela manquait trop souvent à cause de Breton, de sérieux. J'étais depuis longtemps décidée à ne plus supporter les puérilités, ni l'inconséquence, ni la mauvaise foi. Je voulais pouvoir critiquer sans que Breton s'appuie pour me répondre sur des gens qui se foutent de tout, sur un troupeau de moutons. Le surréalisme ne devait pas devenir une école, une chapelle littéraire où l'enthousiasme et je ne sais quelle misérable action devaient répondre à la commande. Le Parti communiste dans la guerre, c'est le parti des fusillés. Pour eux, en 1942, Éluard compose La dernière nuit. Merci, minuit. 12 fusils rendent la paix à l'innocent. Et c'est aux foules d'enterrer sa chair sanglante et son ciel noir. Et c'est aux foules de comprendre la faiblesse des meurtriers. Vous avez là le tournant de la poésie de la résistance. C'est le petit livre de Paul Éluard qui s'appelle Poésie et vérité 1942. Écrit sous son nom. Alors ça va être diffusé clandestinement déjà. Et à ce moment-là, les amis de Paul Éluard vont lui dire, écoute, il vaut mieux pas rester chez toi, parce que signer un livre qui contient le poème Liberté, ça va mal tourner. Sur mes cahiers d'écolier,
sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Liberté. Pourquoi faut-il que j'associe ce moment capital de l'œuvre d'Éluard au moment le plus terrible, la mort de Nuche? Oui, Nuche est morte à 37 ans, un soir d'hiver, après la libération, comme ça, pour faire mal à Éluard. J'ai écrit Liberté pendant l'été 1941. Je l'ai commencé en pensant que le nom qui viendrait à la fin serait celui de la femme que j'aimais. Mais je me suis vite aperçu que celui-ci faisait place à mon désir de liberté, de libération. Il l'incarnait. Avec Liberté, ce poème qui, du point de vue formel, est un très mauvais poème. Enfin, c'est le poème litanique par excellence, le poème que les surréalistes, je dirais, refusaient, mais qui, par son contenu, va émouvoir, et par la façon surtout dont il nous est parvenu. N'oublions pas qu'il a été bombardé en quelque sorte, et littéralement, par la RAF en France. Tant et si bien que c'est devenu le poème de la résistance, et que, à partir de là, Éluard est devenu le poète de la résistance, ce qui était quand même une tâche assez lourde à porter. Et je crois qu'à la fin, pour lui-même, compte tenu de ce qu'il était, de ses hésitations, la mort de Nuche, la rencontre ensuite de Dominique, l'a conduit en quelque sorte à porter ce que je dirais, pour simplifier, un costume taillé un peu trop grand pour lui. Oui, ce costume trop grand, c'est le parti, c'est le stalinisme qu'Éluard va célébrer dans ce film de 1949. Staline a 70 ans et sur les grandes routes de France, dans les villes et les villages, de l'Auvergne à la Bretagne, de la Provence à la Flandre, de la Gascogne à la Lorraine, c'est de partout vers Paris que va l'amour pour Staline. Il y a eu peut-être cette trop grande confiance, cette trop grande illusion dans la bonté des hommes, et peut-être Éluard n'a-t-il pas su voir au moment où il le fallait combien ces hommes avaient de duplicité, ces hommes en qui il avait confiance avaient de duplicité. Adorateur du masque féminin, perdu par les masques de la politique, Éluard donne en 1951 son poème Testament, Tout dire. Je veux montrer la foule immense divisée, la foule cloisonnée comme un cimetière, et la foule plus forte que son ombre impure, ayant rompu ses murs, ayant vaincu ses maîtres. La famille des mains, la famille des feuilles, et l'animal errant sans personnalité, le fleuve et la rosée fécondant et fertile, la justice debout, le bonheur bien planté. Éluard meurt à 57 ans d'une crise cardiaque le 18 novembre 1952, 6 ans après Nuche, presque jour pour jour. L'État refuse des funérailles nationales et s'emploie à ce qu'il y ait le moins de foule possible au Père-Lachaise. Mais le parti tient à sa grande cérémonie. À la grande tristesse et au froid s'ajoutent les arrière-pensées. Éluard aurait-il été, dans les derniers moments, troublé par les procès de Prague, pour lesquels il refusa, mais sous quelle pression, de plaider la grâce des accusés? Que se serait-il passé s'il n'avait pas, au fond, opportunément disparu? Que pouvait penser Aragon, devenu une sorte de commissaire à la culture? Que pouvait penser Cécile, la fille d'Éluard, Dominique, sa femme, qui avait tout perdu, Picasso déboussolé, Duclos implacable? Parmi les intimes, il y avait aussi Jacqueline,
amie et confidente de Paul. Il ne pouvait pas vivre seul, Paul. Il était toujours une espèce d'enfant très tendre et très chaud, avec besoin de monde, comme ça, qui cherchait la pureté, la perfection dans tout et surtout dans l'amour. C'est le petit Grindel qu'Éluard avait voulu retrouver une dernière fois avec Jacqueline. Alors je lui avais dit que mon rêve c'était de faire des livres pour les enfants. Et il m'a dit, mais moi je vais t'écrire un texte. Et ça c'est la première édition de Grindel. Il était une fois une petite fille très gentille. Presque plus gentille que toi. Et si légère que lorsqu'elle naquit, sa maman s'étonna de ne pas la sentir peser dans ses bras. Aussi l'appela-t-elle d'un nom léger, Grindel. Grindel poussa si bien qu'elle devint la plus jolie de toutes les petites filles. Et dans le pays, l'on disait légère et jolie comme Grindel. Pour moi, Éluard est l'un des plus grands classiques du XXe siècle. C'est-à-dire que sa grandeur, c'est d'avoir été proche. Tellement proche que chacun d'entre nous a une citation de lui. Comme ces auteurs qui ont pris dans son œuvre les titres de leurs livres ou de leurs films, pour mieux s'ancrer dans l'universel. Bonjour tristesse, nous ne vieillirons pas ensemble. Un peu de soleil dans l'eau froide. Éluard est en nous, comme il était ce jour-là, dans le cœur d'un président de la République. Et Monsieur le Président, puisque vous avez permis qu'en fin de parcours, nous débordions un peu des questions fixées à l'origine, je voudrais vous faire sortir carrément de l'épure et vous interroger sur un fait divers. À Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineurs. Elle se suicide. Vous-même, qu'avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes de fond ? Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé d'ailleurs sur cette affaire. Ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard. Merci, mesdames et messieurs. Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Paul Éluard, eh bien vous composez le 3615 code France 3. Vous y trouverez tous les repères biographiques et bibliographiques. La semaine prochaine, nous avons rendez-vous avec l'écrivain britannique Patricia Highsmith avec un document tout à fait exceptionnel. Merci, bonsoir, à la semaine prochaine.